Serge Lehmann, Jess, bonjour. Merci de nous consacrer un petit peu de temps sur ce festival d'Angoulême. Serge, qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écriture de cet album? Le désir et même le besoin vital de ne pas laisser partir l'émotion qu'on avait ressentie en janvier, au moment de la marche. Comme citoyen, mais aussi comme, disons, observateur chargé de transformer ce qu'il voit en littérature ou en histoire. J'ai été frappé par la puissance de cet événement, qui était un événement presque, je pourrais presque dire, proto-politique d'une certaine manière, avant le découpage partisan. Au contraire, c'était un mouvement d'unité, un mouvement de rassemblement, un mouvement qui réaffirmait des valeurs basiques et avec beaucoup de force et beaucoup de dignité. Et très naïvement, je me suis dit, après la marche, ça change tout. Et 2 mois plus tard, ça n'avait rien changé. Et 6 mois plus tard, on pouvait dire que c'était même terminé. Voilà. Et je trouvais cette perspective insupportable. Donc je voulais re-raconter l'histoire des événements de janvier 2015, pas seulement la marche, mais disons tout ce qui va de l'attentat jusqu'à la couverture, jusqu'au Charlie des survivants. En montrant à quel point cette semaine était extraordinaire, hors norme, et même peut-être qu'elle laissait voir une sorte d'archétype français. Ce qui est très important parce que le pays s'interroge sans cesse depuis des années sur qui il est, quelle société nous veut. On avait une réponse ce jour-là. Et cette réponse, c'est comme si on n'arrivait pas à la retenir. Donc le livre a été fait pour fixer, enregistrer ce qui s'est passé avec un regard inhabituel, qui s'intéresse justement aux archétypes, aux mythes qui ont été à l'œuvre ce jour-là. Est-ce que dans les jours qui ont suivi les attentats, tout aurait été possible? Est-ce qu'une nouvelle société aurait pu émerger? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous a manqué? Je pense que une des choses les plus significatives du point de vue politique, c'est que justement, même si les médias en ont fait des tonnes sur la marche des chefs d'État, les chefs d'État étaient en fait invités ce jour-là, c'est-à-dire au sens premier du terme. Le vrai personnage politique ce jour-là, c'était la foule, c'était nous, c'était les anonymes, et c'était une foule qui a suscité l'admiration du monde entier justement parce qu'elle s'est dominée, c'est-à-dire que la marche n'a jamais appelé à la vengeance, la marche n'a jamais cherché le moindre bouc émissaire, elle a simplement réaffirmé ses valeurs, son unité, et en même temps une ouverture d'esprit assez remarquable. Et donc ça aurait été possible, où je pensais que les politiques allaient prendre acte de ce moment-là en disant ok, c'est la politique à l'ancienne, c'est fini, on est dans ce pays-là, il y a un peuple qui est mûr politiquement. Peut-être que tout le monde n'y est pas, mais 80% des gens y sont, ou 75% des gens y sont, ça suffit à faire une société à nouveau. Et donc je pense que si les politiques avaient encore la puissance symbolique qu'ils avaient il y a 30 ou 40 ans, un De Gaulle, même un Mitterrand, aurait pu se saisir de cet événement et en faire quelque chose. Mais les politiques contemporains n'ont plus de puissance symbolique, et donc ils se sont contentés de couper l'événement en petits morceaux en disant il y a ceux qui étaient là, il y a ceux qui n'étaient pas là, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et très rapidement en fait on est retombé dans l'ornière, ce qui est quelque chose d'hyper décevant en fait. En fait, dès la première planche, c'est une phrase très dure que vous notez, c'est l'esprit du 11 janvier est mort, les politiques n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Oui. Est-ce que c'est une question d'honnêteté intellectuelle de leur part, ou est-ce qu'ils sont totalement englués en fait dans une politique politicienne qui ne permet pas de sortir grandi quelque part, de reprendre l'esprit du 11 janvier, mais de porter? Je pense qu'ils n'ont plus moi je ne fais pas de procès en cynisme, il y a certainement du cynisme, et après tout le réalisme, même très froid, fait partie de la politique, ça ne me choque pas. Mais sur un événement comme celui-là, dans un contexte comme celui-là, s'en saisir et refonder quelque chose à partir de ça demande une puissance symbolique très forte. Or, cette puissance symbolique, les politiques ne l'ont plus. Pour des tas de raisons qui tiennent, par exemple, à l'omniprésence du discours économiste et gestionnaire. On n'est pas charismatique quand on fait de l'économie et de la gestion. On est charismatique quand on fait de la grande politique. Et ils ne sont plus capables de faire de la grande politique, à la fois parce qu'ils pensent que probablement nous ne le méritons pas, que nous ne demandons que des choses rationnelles, comptables, et que de l'autre côté, nous ne leur faisons plus assez confiance pour leur dire voilà, occupez-vous de cet événement-là, refondons une société à partir de ça. Donc on est dans une sorte de sable mouvant comme ça, où quelles que soient les tentatives des uns et des autres, en fait tout le monde se réenfonce après s'être élevé comme ça au-dessus de l'ordinaire.
c'est terrible. Donc le livre était vraiment fait pour qu'on repense à l'événement autrement que comme à une simple crise policière ou à une simple entrée en guerre ou à une simple conflagration géostratégique. Voilà. Il s'est écoulé quelques semaines entre l'écriture et les événements. Donc plus de quelques semaines. Plus de quelques semaines, c'était pendant l'été. Oui, j'ai pris des tas de notes au printemps, j'ai commencé à voir émerger le livre au printemps et je l'ai écrit d'un trait pendant l'été. Donc ça vous a donné le temps de digérer un petit peu les événements, tout ce qui avait été aux informations. Mais dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez justement au moment de l'écriture? Avec ce regard encore frais sur l'événement, mais malgré tout en ayant un peu de recul. Plusieurs choses, je dirais la principale, l'état d'esprit le plus dominant, moi c'était la colère. J'étais en colère. Et en même temps, c'est pas forcément... la colère est mauvaise conseillère, dit-on, et dans l'écriture, ça peut éventuellement conduire à des endroits où on ne voudrait pas aller. Dans mes toutes premières pages, quand j'ai commencé à écrire, je cherchais le ton juste, mon agressivité rhétorique à l'égard des politiques était très grande. Et puis finalement, c'est assez vite tombé parce que justement, j'avais pas envie de transmettre de la colère, j'avais envie de transmettre de l'émerveillement que j'avais ressenti. Donc une fois que j'ai trouvé à peu près le ton juste, qui est venu aussi beaucoup de l'empathie que j'avais avec les personnages dont racontait l'existence. Écrire sur Ahmed Merabet ou écrire sur Clarissa Jean-Philippe, c'est très émouvant en fait. C'est très émouvant parce que non seulement leur histoire est émouvante, leurs morts sont terribles, terriblement tristes, mais aussi il y a une sorte de réserve morale à avoir qui est une question centrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sur ces gens-là en disant leur mort dit ça. Il fallait écouter ce qu'ils avaient dit, dans le cas d'Ahmed Merabet, écouter ce que son frère a dit, parce que c'est eux qui ont la parole. Moi je me contente d'enregistrer les paroles et de les contextualiser, en montrant éventuellement à quel point cet enchaînement de coïncidences incroyables est étrange. Et peut-être que cette étrangeté est un bon moyen de revenir sur l'événement sans se laisser happer, disons, par la médiocrité ambiante. Avec Jess, vous vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé notamment sur la série L'œil de la nuit. Le troisième tome vient de sortir. Est-ce que pour vous, le travail en commun sur cet album est apparu comme une évidence? Moi, je ne l'aurais pas fait sans Serge. Parce que Serge est arrivé avec l'idée et l'envie de le faire. Il m'a demandé. Je ne pense pas que je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Je peux dire la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement un dessinateur très capable, c'est-à-dire capable de dessiner vite et bien, parce que l'album a été dessiné en 2 mois et demi, c'est quand même c'est très rapide, mais aussi quelqu'un qui soit un ami, tout simplement, parce que justement il y avait c'est tellement personnel, c'est tellement atypique comme un partage de la même émotion. Oui, ça on savait tous les deux qu'on était très touchés par l'événement. Alors Stéphane n'est pas parisien, moi oui, donc je ne sais pas dans quelle mesure tu avais été dans les marches. Oui, non, il y en avait eu aussi. Moi je suis sur Orléans, effectivement les gens d'Orléans se sont mobilisés comme partout. Mais moi j'avais des problèmes familiaux à l'époque, je ne m'étais pas vraiment plongé, pas autant, et ça m'intéressait, d'une part ça m'intéressait de voir ce que Serge voulait en faire, et ça m'a permis de me plonger au cœur de cet événement profondément. Et en même temps ça a été cathartique d'une certaine manière. J'y suis rentré avec de la peine et j'en suis sorti avec du bonheur en même temps. Enfin, c'est difficile à dire pour un événement aussi tragique, mais c'est comme si Serge m'avait transmis un peu de l'émerveillement qu'il avait quand il a voulu transcrire dans ce livre. Alors on a parlé de l'œil de la nuit qui est un récit de super-héros. Est-ce que l'on peut considérer que dans ces attentats du mois de janvier, il y a eu aussi des super-héros? Et est-ce que ça peut permettre de redéfinir un peu cette notion de super-héros quelque part, où on a affaire à des gens simples, ordinaires, qui réagissent à des événements extraordinaires? Peut-être que justement c'est le moment où la catégorie du super-héros cesse d'être pertinente, enfin elle devient tellement universelle que finalement tout le monde est potentiellement un super-héros, et c'est ça
ça fait partie de l'émerveillement des événements, de voir à quel point les gens individuellement se sont bien comportés, se sont aidés, ont pris des risques énormes pour se sauver les uns les autres. Dans le cas du Bataclan, des gens se sont sacrifiés. Amen Merabet, quand j'en ai dit, c'est sacrifié consciemment. On avait perdu l'habitude de savoir que dans notre société, l'héroïsme peut surgir à tout moment de gens ordinaires, d'hommes et de femmes qui passent dans la rue et qui d'un seul coup trouvent tout à fait normal de se mettre devant les balles pour protéger quelqu'un. Je trouve que c'est stupéfiant. Surtout qu'on est dans un pays et dans une culture qui n'exalte pas tellement ce type de comportement. Contrairement aux Américains qui en permanence justement font briller les archétypes héroïques parce que ça fait partie de leur... On a eu ça pendant très longtemps et c'est une des raisons pour lesquelles avec Jess on a longtemps travaillé depuis 10 ans en fait sur la période de l'entre-deux-guerres, le problème des super-héros français oubliés qui est à la fois une question narrative et une question d'histoire. Moi j'ai grandi dans un monde où j'ai grandi dans les années 70. Dans les années 70, impossible n'est pas français, tous pour un, c'était encore des choses qu'on disait beaucoup. L'archétype des trois mousquetaires, c'était encore très fort, mais aussi à la Renaissance, ce qu'on appelait la Furia Française, c'est-à-dire le fait que les Français étaient réputés en Europe pour être des guerriers absolument terribles, qui étaient d'une bravoure implacable. Tout ça a complètement disparu de notre horizon culturel et mental. Et personnellement, je pense que ce n'est pas souhaitable. Il faut que la tradition de l'héroïsme, du courage soit maintenue, vivante, y compris dans les arts. Sinon, les gens ne sauront pas ce qu'ils doivent faire dans les moments clés. Manifestement, les gens le savent. Donc ça doit être dit, ça doit être raconté. Donc il reste encore des possibilités de réaction en scène. Oui, absolument. Comment avez-vous structuré le découpage? Quelle a été la ligne directrice de l'album? Plutôt temporel? Non, justement parce que il y a un double canevas. On suit à la fois la chronologie des événements, mais en même temps les événements ne sont pas traités sur le mode analytique, rationnel, comme on pourrait le faire quand on fait un documentaire ou un reportage, ou même un livre d'histoire. Ils sont plutôt traités par association d'idées. C'est-à-dire on prend chaque événement remarquable de cette séquence, et ensuite en écrivant, je me suis rendu compte que des idées venaient et qui éclairaient l'événement, lui donnaient des nouvelles significations, créer des rapprochements inattendus. Par exemple, le rôle de Houellebecq, qui pourrait n'être que purement une coïncidence, mais dont on se rend compte quand on l'analyse, quand on le tourne, quand on essaie de faire briller avec un éclairage un peu inhabituel, que c'est peut-être lui qui donne la clé et la signification la plus profonde de l'événement. Avec une coïncidence que vous soulignez sur les événements des États-Unis, il a sorti un bouquin juste avant... En septembre 2001, Michel Houellebecq avait été au centre d'une première grande polémique sur l'islam, à la sortie de Plateforme, son troisième roman, et tout le monde lui était tombé dessus, et 10 jours plus tard, c'était le 11 septembre. Là, il sort un livre polémique sur l'islam, et le jour même, c'est janvier. Donc Après, il a été interviewé sur une radio, je crois, et il avait dit cette phrase. On lui avait fait remarquer ça, et il avait dit ça commence à ressembler à un destin. Ce qui est une assez belle phrase. Pourquoi est-ce que vous avez abordé l'analyse de l'esprit du 11 janvier sous un angle assez inattendu? C'est une étude des coïncidences, des symboles, des expressions utilisées par les politiques ou par les médias. Pas tellement par les politiques, en fait, surtout par les médias, mais aussi par des éditorialistes, je cite BHL. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je pense que, à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, la langue politique est en gros morte. La langue politique classique qu'on utilise depuis 30-40 ans en France, elle est morte. C'est-à-dire que les gens n'y croient plus. Les politiques eux-mêmes n'y croient plus, c'est plutôt un théâtre d'ombre. Donc si on raconte l'événement en essayant de faire vibrer la corde politique, en fait elle ne vibre pas, ou elle vibre à vide, personne ne l'entend. Moi ce que je voulais c'était intensifier le récit de l'événement, intensifier le souvenir qu'on a de lui, éviter qu'il disparaisse, en choisissant un angle qui était vraiment très très marqué, qui était celui du miracle. Mais c'est pas arbitraire, l'angle du miracle, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est qu'il a semblé surgir spontanément dans les papiers des journalistes et des éditorialistes. Après le 11 janvier, quand d'un seul coup tout le monde s'est mis à parler de la marche comme une sorte de prodige, de miracle civique, de sursaut républicain. Donc raconter toute l'histoire comme si un miracle avait été à l'œuvre constamment pendant cette semaine, ce que des journalistes ont fait, en particulier des journalistes américains. Il y a un journaliste canadien que je cite, qui
qui lui voit dans la une du numéro des survivants, la fameuse une de Luz, tout est pardonné, quasiment un signe providentiel. C'est-à-dire évidemment, le pardon, c'est une réaction magnifique, très impressionnante même, quand on a été agressé avec une telle sauvagerie. Donc, mais ce pardon, il était aussi à l'œuvre dans la foule avant même cette une. Il n'y a pas eu un cri de colère, il n'y a pas eu un cri de vengeance dans cette foule. Il n'y avait que de l'ouverture et du désir d'amitié au fond républicaine, de rassemblement. Il y a des images assez fortes. Vous parlez notamment de cette jeune femme avec laquelle vous êtes retrouvé à manifester, Brigitte Maghrébine, avec les foulards, drapeaux bleu, blanc, rouge. Oui. C'est quand même très très symbolique. Bah c'est la première chose que j'ai. Oui, c'est puissant. C'est la première chose que j'ai ramené de la marche. Effectivement, pendant la marche, j'étais à Paris, donc place de la République. Je me suis retrouvé coincé contre cette femme pendant un quart d'heure. On ne pouvait pas bouger tellement on était nombreux. Et elle avait 3 foulards, donc c'était une musulmane. Elle avait 3 foulards bleu, blanc, rouge pour former le drapeau. En rentrant chez moi le soir, je ne savais pas encore que j'écrirais quelque chose, mais j'étais bouleversé par l'événement, bouleversé par la marche, en proie à des émotions hyper puissantes, à la fois de tristesse et en même temps presque d'euphorie d'avoir enfin vécu quelque chose d'historique, enfin qui soit magnifique, quoi, qui donne une image de nous-mêmes magnifique. Et je trouvais que cette femme, elle incarnait exactement cette espèce de façon souriante de résoudre des contradictions que tout le monde nous présente comme insurmontables. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème entre l'islam et la République? Je ne sais pas, mais il y a un policier musulman qui est mort pour nous sauver. Et cette femme, elle était là. Et en fait, il y en avait des musulmans ce jour-là. Et je ne fais aucun angélisme. Je pense que l'islam a un très gros problème à résoudre. Et que comme il ne le résout pas pour l'instant, c'est le problème de tout le monde. Mais ce jour-là, il y avait aussi des musulmans. Il y avait aussi des musulmans républicains. Et c'était la simple présence de cette femme, le fait de pouvoir se sourire ce jour-là et de savoir exactement ce que l'autre ressent. À la fin, je dis télépathie parce que c'est quasiment ça. Je n'avais aucun doute sur la sincérité de sa présence parce que je savais ce qu'elle éprouvait et elle savait ce que j'éprouvais. Et en fait, tout le monde éprouvait la même chose. Donc je voulais absolument enregistrer ça de manière frappante. L'esprit du 11 janvier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est un mythe? Est-ce que vous employez le terme d'œuvre d'art, de monstre, un souvenir, un espoir? Je pense que après novembre, bien que les grands rassemblements n'aient pas été permis, il y a eu des réactions à la fois collectives et individuelles qui montrent que c'est quelque chose de durable. Je pense non seulement au défilé continu des gens pendant un mois sur la place de la République et une manière très intelligente de contourner l'interdit de manifester. On a eu les mêmes montagnes de fleurs, les mêmes étendues de bougies qui projetaient une espèce d'éclair de beauté sur un théâtre tragique. Mais il y a eu aussi des réactions splendides comme la nuit même de l'attentat du Bataclan, le hashtag porte ouverte où les gens ont proposé leur aide à des inconnus. Il y a eu la prise de parole de cette avocate féministe Danielle Mérian qui est intervenue sur BFM tout à fait par hasard dans la rue. On lui a demandé ce qu'elle pensait de ce qui se passait et elle a dit nous sommes une très vieille civilisation, nous défendons ces débiles barbares et nous fraterniserons avec les musulmans en France. Il y a eu un type qui s'appelle Antoine Léris dont la femme a perdu la vie au Bataclan et qui a fait une lettre à Daesh, une lettre ouverte disant vous n'aurez pas ma haine. Tout ça c'est le 11 janvier, c'est pareil. Donc on peut se dire que en fait c'est durable et que peut-être même c'est simplement c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va rester Il y a un direct dans 10 minutes. On est arrivé au bout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bon festival. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis désolé, c'est un peu heurté, mais on ne peut pas faire autrement.